Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Baquès, qui conduit la liste Les Loyalistes, le rassemblement fort réuni en province sud pour les provinciales du 28 juin. Sonia Baquès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce dernier jour de la campagne audiovisuelle, qui est aussi d'ailleurs le jour anniversaire de la poignée de main et de la signature des accords de Matignon. C'était le 26 juin 1988. Alors une campagne courte mais intense au cours de laquelle vous avez souvent été prise à partie. C'est un peu la règle du jeu puisque vous êtes la présidente sortante de la province sud. Nous allons revenir sur cette campagne mais aussi sur les enjeux de ces élections provinciales, sur votre bilan et sur votre programme. Mais d'abord sur votre liste, les loyalistes, le rassemblement fort réuni. Alors vous êtes satisfaite d'avoir réussi l'union, mais c'était pas gagné d'avance, hein, ça a été un peu compliqué quand même. Oui, c'est normal. Les élections provinciales ont suivi de près les élections municipales. Les élections municipales sont un moment dans lequel on peut laisser s'exprimer la démocratie et les envies de chacun de se présenter. Donc il fallait très vite faire cette union, mais c'était une exigence très forte de nos électeurs. Et je pense qu'ils n'auraient pas compris qu'on parte séparés, alors que en réalité, on est quand même d'accord sur quasiment tout. Mais vous entendez aussi les doutes ou les critiques de vos adversaires qui disent globalement que vous êtes unis mais qu'en fait vous vous détestez et que cette union ne va pas durer, qu'elle va éclater au lendemain du scrutin. Non, d'abord, on se déteste pas du tout. Au contraire, on a plutôt beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et quand vous regardez de manière factuelle ce qui s'est passé depuis 2019, on a toujours été unis au moment important. On a été unis au moment des référendums, évidemment. On a été unis au moment des législatives. On a été unis pour contrer Bougival. On a été unis pour contrer DEVA, le projet de Manuel Valls. On a été unis ensemble pour Bougival. Et on est à nouveau unis pour ces élections provinciales. Donc, en réalité, à chaque fois que le sujet... c'est le positionnement institutionnel, c'est le modèle de société. En fait, on est complètement en phase sur les idées et sur toutes les idées. Donc, en réalité, il n'y avait aucune raison de se diviser. Alors, comment est-ce que vous l'avez composé cette liste? Parce qu'il fallait prendre 4 partis, en fait, globalement. Vous voyez, s'il y en a 3, plus le rassemblement qui vous rejoint pour cette élection provinciale. Des élus sortants, comment est-ce que vous avez réussi à composer cette liste de 50 personnes en ayant en plus la nécessité d'avoir des compétences pour gérer quand même les choses après, quoi. Oui, les listes, c'est toujours un exercice très difficile parce que, évidemment, la dernière fois, on l'avait fait avec 3 partis. Cette fois-ci, on l'a fait avec 4 partis. Donc, ça rend les choses compliquées parce qu'il faut une juste représentation de chacun des partis. Il faut une juste représentation de chacune des communes. Il faut également des compétences dans chacun des secteurs. Il faut des gens qui sont capables de parler de santé, de sport, d'économie, de travail, des gens qui ont de l'expérience et des gens qui apportent un peu de renouvellement et des idées neuves. Au final, on a 50% de renouvellement. Je trouve que c'est un bon pourcentage parce que ça permet aux nouveaux de bénéficier de l'expérience des anciens et aux anciens de se faire un peu bouger par des idées nouvelles et de gens qui n'étaient pas dans les institutions. Donc je pense que je suis en tout cas très fière au final de cette liste qui est bien représentative de la Nouvelle-Calédonie. Alors le scrutin, c'est donc dimanche. Il n'y a qu'un seul tour, il faut le rappeler, puisque c'est pas forcément évident pour tout le monde. On renouvelle les assemblées de province. Ce sont des élections qui interviennent après un mandat de 7 ans. C'est long, ça a été prolongé de 2 ans. Quel est l'enjeu véritable de ce scrutin, au-delà du simple renouvellement des assemblées de province? Alors d'abord, vous l'avez rappelé, c'est très important de le dire, il n'y a qu'un tour. Il n'y a qu'un tour, cette élection elle est particulière, c'est pas comme les municipales ou les législatives dans lesquelles on peut se poser la question, venir au deuxième, se faire un peu ce qu'on veut au premier. Cette élection, il n'y a qu'un seul tour et il y a la particularité d'avoir ce qu'on appelle une barre, c'est-à-dire toutes les listes qui ne feront pas 6373 voix de mémoire seront éliminées, donc leurs voix ne participeront pas à la répartition. Donc ça, c'est important, donc ça veut dire que le 28 juin, il n'y a qu'un seul moment pour s'exprimer. Et cette expression, elle permet en fait de voter évidemment pour le renouvellement des assemblées de province, en l'occurrence de l'Assemblée de la province sud, mais également, on le sait, du Congrès, du gouvernement, mais c'est aussi le choix des représentants qui vont
défendre la Nouvelle-Calédonie dans les instances de discussion sur l'avenir institutionnel, puisque malheureusement la page de l'accord de Nouméa n'est pas encore refermée et que donc on est encore dans le moment où les partenaires doivent se retrouver pour discuter de la situation ainsi créée. Et donc avec un seul bulletin de vote le 28 juin, les Calédoniens vont avoir à choisir leurs représentants à la province, au Congrès, au gouvernement et dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Alors vous, avec votre liste, vous avez fixé un objectif ou un souhait, c'est d'aller chercher la majorité à la province sud, mais aussi au Congrès et au gouvernement. C'est pas un peu ambitieux quand même? Est-ce que c'est jouable vraiment? Alors moi, je suis toujours très prudente sur ces sujets-là. Je pense que d'abord, il faut à tout prix s'exprimer pour maintenir une majorité non indépendantiste à la province sud. Je rappelle qu'en 2019, je crois que votre invité de ce matin a dit le contraire, M. Tocumli, mais il y a eu une organisation qui a été faite par Philippe Gomez pour réunir l'éveil océanien et Roquamitan pour faire une majorité contre nous, ce qui n'a pas été possible par le départ de Nicolas Metzdorf et de Nina Julier de Calédonie Ensemble, mais il y avait bien la volonté, dès l'instant où on n'avait que 20 sièges sur 40, de prendre la province avec une majorité indépendantiste. Et je Donc ne doute pas... La majorité absolue, c'est presque indispensable pour pouvoir C'est gérer la indispensable, province. parce qu'en réalité, on voit bien, et d'ailleurs les différentes listes du centre le disent quasiment toutes clairement, c'est battre la droite, c'est remplacer ceux qui sont là. Ça veut dire que concrètement, la très grande majorité des listes qui se présentent aujourd'hui dit, en gros, si les loyalistes et le Rassemblement n'ont pas la majorité absolue, on fera une majorité contre eux. Donc le premier enjeu, c'est que les gens doivent aller voter pour nous permettre de garder une majorité absolue à la province sud. Ensuite, il y a un enjeu, évidemment, parce que on vit un enfer au Congrès et au gouvernement parce qu'on n'a pas de majorité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas prendre des réformes de fond sur la question des charges sociales, sur la question de la fiscalité, sur la question du RUAM. En fait, il n'y a jamais de majorité pour faire évoluer la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie souffre de cette absence de majorité. Dans les communes, dans les provinces, on a une majorité et donc on fait avancer les choses. Le Congrès, le gouvernement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est sur de la proportionnelle pure avec un éveil océanien qui fait la bascule entre les uns et les autres. Donc on a l'espoir de prendre cette majorité. Pourquoi on a cet espoir-là? Parce que c'est la première fois depuis très très longtemps que nous avons une liste unique dans le Nord. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire le plein de voix et donc de sièges au Congrès de gens qui sont issus du Nord, et on peut avoir du coup approché une majorité au gouvernement, au Congrès, ce qui changerait fondamentalement la donne. Ça changerait la donne notamment pour les observateurs extérieurs, pour le regard de l'État. Ça peut avoir une influence effectivement si vous avez, enfin si la sensibilité que vous représentez à la majorité dans ces trois instances. Évidemment, Paris regarde ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, regardera les équilibres, et ça aura évidemment un impact sur les choix d'avenir. Vous savez, j'ai beaucoup entendu dans cette campagne, et ça me surprend toujours, des gens qui disent ni oui ni non à l'indépendance, qui disent ni à droite ni à gauche. J'ai vu comment ça se traduit dans les discussions. Que ce soit Calédonie Ensemble ou l'éveil océanien, qui était représentait déjà le centre dans les discussions. Ils disent quoi dans les discussions? Ils disent, nous, on sera d'accord avec n'importe quoi sur lequel vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, si les indépendantistes et les non-indépendantistes se mettent d'accord, nous, on sera d'accord. Pardon, mais moi, je ne sais pas comment les Calédoniens se sentent représentés par ça. Quand on est élu pour défendre quelque chose. On défend un projet, un modèle de société. Nous, on défend évidemment le maintien de la Calédonie en France, mais pas que. On défend un modèle de société qui est basé sur la démocratie, qui est basé sur le mérite, qui est basé sur le travail, sur l'ordre, sur l'égalité. Enfin, on défend quelque chose. Et en fait, ces représentants de ce qu'on appelle le bloc central, qui finalement n'est pas un bloc parce qu'il est quand même très éclaté, en fait, ils défendent rien. Ils viennent autour de la table, ils espèrent qu'on se mettra d'accord, et puis à la fin, ils signent quand on est d'accord. Pardon, mais ça apporte pas grand-chose au débat. Si on en vient au bilan, un mandat de 7 ans, c'est long, encore une fois. Il a été marqué au moins par 2 référendums et par toutes les crises que l'on a énumérées au cours de cette campagne, la crise sanitaire du Covid, le conflit de l'usine du Sud, les tensions autour des discussions sur l'avenir institutionnel et puis bien sûr les violences insurrectionnelles de 2024. Avec le recul, c'est le 13 mai qui a été le moment le plus difficile, le plus terrible à vivre comme présidente de province par rapport à toutes ces crises que vous avez traversées. Alors, à chaque crise qu'on a traversée, on s'est dit que c'était la plus terrible. Quand on a vécu le Covid, je pense qu'à l'échelle du monde, on s'est tous dit que c'était quand même une crise exceptionnelle.
les décisions qu'on a prises ont permis quand même à la Nouvelle-Calédonie de vivre à peu près normalement pendant de nombreux mois, alors que le monde entier était confiné et vivait enfermé. La crise de l'usine du Sud était quand même très violente, hein, c'était quand même les prémices de ce qu'on a connu en 2024. Mais évidemment, 2024, c'était disproportionné par rapport à tout ce qu'on a connu d'autre. Non seulement au moment où on l'a connu, parce que très franchement, au moment où c'est arrivé, je pense que les Calédoniens ont tous ça, on le voit maintenant, on le voit sur le terrain tous les soirs, les gens ont tous vécu ça, et ont tous vécu des histoires personnelles dramatiques et extrêmement violentes pendant ces moments-là, et puis les conséquences. Et en fait, on ne fait depuis 2 ans que gérer les conséquences du 13 mai. En fait, c'est une crise. Le Covid et l'usine du Sud ont été des crises ponctuelles. Là, on a une crise qui a été sur un temps donné, mais dont les conséquences sont encore très, très importantes aujourd'hui. Il y a une petite musique dans cette campagne qui dit oui, bon, le 13 mai, c'est vrai que ça a été la goutte d'eau, le coup de grâce, mais que ça allait déjà très, très mal avant et que ça n'a fait qu'aggraver les choses. Vous le sentez comme ça ou vraiment le 13 mai a été un cataclysme qui a tout balayé? Non, en fait, il y avait des problématiques. Il y avait un déséquilibre du RUAM, par exemple. On avait des nécessités de réforme parce que on avait déjà des dépenses publiques trop importantes. Enfin, il y avait des problématiques de fond, clairement, qui n'étaient pas réglées. Mais ça n'a rien à voir avec la situation qui a été causée par les émeutes. Les émeutes, c'est 12 000 emplois perdus, c'est 700 entreprises brûlées. Enfin, je ne reviens pas sur la catastrophe que ça a générée. Ça n'a rien à voir en termes de proportion entre la situation dans laquelle on était avant, qui effectivement demandait des réformes, qui effectivement amenait à une Nouvelle-Calédonie dont les finances n'étaient pas équilibrées. Oui, mais concrètement, prenons un exemple simple, les retraites. Le régime, on devait régulièrement faire des ajustements parce qu'on n'était pas tout à fait équilibré. Mais quand d'un coup, on perd 12 000 personnes qui, du coup, ne cotisent plus parce qu'on est sur des régimes par répartition. Donc, quand on a 12 000 personnes qui ont perdu leur emploi et qui cotisent plus, bah, évidemment, le système, il est encore plus déséquilibré. Et là, on parle de milliards. Donc, heureusement, on a demandé, et c'est nous qui l'avons fait, à rajouter dans la partie Élysée-Oudinot une partie qui garantit par l'État le paiement des retraites. Mais sinon, on était effectivement en difficulté. Et alors, comment on réagit quand il arrive un cataclysme comme celui du 13 mai, qu'on est à la tête d'une institution? Il faut prendre un certain nombre de décisions, de mesures. Comment est-ce que vous priorisez les urgences? Qu'est-ce qui s'imposait? Comment est-ce que vous avez fait des choix pour prendre des décisions, prendre des mesures? Les sujets sont arrivés très vite dans des proportions assez catastrophiques. Je prends un exemple simple, la santé. On a, je crois que le chiffre qui a été donné le lendemain des émeutes, c'est à peu près 50% du personnel médical qui est parti. Ça veut dire que là, on s'est retrouvé concrètement avec des gens qui n'avaient plus de médecin. Donc, très vite, il a fallu mettre en place des mesures. Alors, ça s'appelait Sud Santé, entre autres, mais des mesures d'aide à l'installation, aller chercher à nouveau des infirmiers, des médecins, pour qu'il y ait des médecins et des infirmiers partout. Parce que concrètement, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le cas en province des Îles et en province Nord, les gens meurent, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soignés, ils meurent. Enfin, à un moment donné, là, on parle de vie ou de mort, quoi. On ne parle pas de problématiques accessoires, on parle de vie ou de mort. Donc ça, c'était évidemment, ça faisait partie des urgences. Il y a aussi eu très très vite des urgences économiques, de gens qui n'avaient plus rien du jour au lendemain, plus de salaire évidemment, pas d'amortisseur social, et donc il a fallu qu'on mette en place toutes ces réponses au fur et à mesure, dans un contexte dans lequel immédiatement, on a perdu 29% de recettes. C'est-à-dire qu'en plus de devoir aider toutes les personnes qui étaient en difficulté, ce qu'on a fait avec Sud Jeune, avec Sud Pro, avec Sud Santé, avec tout ça, avec 30% de recettes en moins. Et c'est vrai que il a fallu aller sabrer dans nos dépenses de la province, et on a essayé de le faire, donc avec moins 30% à peu près de recettes. On a essayé de toucher le moins possible sur les plus fragiles, puisque en fait le secteur social est celui qui est le moins touché, puisque c'est seulement moins 23%, alors que tous les autres secteurs, c'est moins 34% sur l'économie, c'est moins 38% sur l'administration générale, etc., etc. Mais
on a été obligé de faire des efforts partout. Voilà, mais on vous reproche notamment les mesures que vous avez prises dans le domaine social, dans le domaine des transports. Vous regrettez certaines de ces mesures? Vous pensez que vous auriez pu peut-être ménager davantage ces gens-là, ou que vraiment vous étiez obligé de prendre ce genre de mesures? On était totalement obligés, et je ne le regrette pas dans le sens où aujourd'hui, quand on regarde 2 ans après, je vais vous prendre 2 exemples. L'exemple de l'aide médicale et l'exemple du transport. L'aide médicale, on a fait le choix de mettre en place un ticket modérateur, donc que les gens participent à hauteur de 10% de plus. Aujourd'hui, l'aide médicale des 3 provinces, c'est l'aide médicale du Sud qui rembourse le mieux, en réalité, si on prend le montant par habitant. La province des Îles a plusieurs centaines de millions d'arriérés, ce qui fait qu'en fait, les médecins n'acceptent plus les ressortissants de l'aide médicale Île, parce qu'ils n'ont pas payé depuis 30 mois les factures qu'ils ont. Je pense qu'on devra, petit à petit, quand on retrouvera des recettes pérennes, remettre à niveau un certain nombre de nos aides. Mais c'est parce qu'on a fait ces efforts-là qu'on a pu le faire. Et le transport, 2 milliards de dégâts sur le réseau du SMTU. C'était simple, le choix qui se posait devant nous, c'était soit on fermait boutique, c'est-à-dire que le SMTU fermait, avec 17 milliards de dettes, mais le SMTU fermait, soit on mettait en place un réseau extrêmement restreint au départ, avec un ticket cher qui permettait d'équilibrer le système, pour redémarrer. Et puis petit à petit, on remet un système qui fonctionne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a un ticket mensuel à 4 000 francs pour les jeunes, pour les étudiants, pour les moins de 26 ans. Donc 4 000 francs par mois. Si on prend le bus tous les jours de la semaine, aller-retour, ça fait 40 allers-retours, ça fait 100 francs le ticket de bus. Franchement, je pense que c'est moins cher que ce que certains des candidats proposent sans avoir fait le calcul. Idem, on a mis en place un ticket pour les travailleurs, les retraités, qui est à 6 000 francs par mois. Au final, qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est les efforts qu'on a fait au départ. Alors certes, c'était compliqué, mais nous, on a une vision de long terme. On n'est pas en train de faire de la démagogie en proposant la baguette à 60 francs ou le paquet de riz à 150 francs. On est sur une gestion de long terme et de dire on a intérêt à continuer à avoir du transport, à continuer à avoir de l'aide médicale, à continuer à avoir des médecins, à continuer à pouvoir aider les gamins dans les écoles, parce qu'on a des difficultés aussi dans les écoles. On va offrir le petit déjeuner à tous les enfants qui sont dans des écoles où il y a une majorité d'enfants en difficulté, etc. etc. Parce qu'on vous dit, vous avez la province à 7 milliards dans les caisses, et elle en fait rien, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, que les enfants vont pas à la cantine. Alors c'est un mythe, malheureusement. Alors ça a été 7, ça a été 9. Non, malheureusement, il n'y a pas ni 7 milliards ni 9 milliards dans les caisses. En fait, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on a eu l'argent de l'État assez tardivement, mais cet argent-là était déjà engagé, les 9 milliards, à hauteur de 7 milliards et demi de dépenses de quotidien de la province, justement, pour mettre en place tout ce qu'on a évoqué. Malheureusement, il n'y a pas de matelas parce qu'on reste encore, malheureusement, à 30% de baisse de recettes. On a eu de l'argent de l'État cette année, on espère en avoir encore l'année prochaine, mais la réalité, c'est que les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas revenues au niveau d'avant 2023. Donc concrètement, il n'y a que l'État qui vient compenser la différence, et on ne sait pas encore, malheureusement, exactement à quelle hauteur l'État compensera. Donc 2 ans après 2024, 2 ans après le 13 mai, la Calédonie va mal. Tout le monde le dit, ça a été répété sur tous les tons pendant cette campagne provinciale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités de votre programme? Qu'est-ce que vous proposez? Comment arriver à relancer la machine économique, notamment de la Nouvelle-Calédonie? Vous proposez, vous, un programme, vous le disiez, un modèle fondé sur l'ordre, le mérite et l'égalité. C'est ce qui va permettre de relancer la machine? La priorité, c'est la relance économique, parce que la première des richesses, c'est d'avoir un emploi. Moi, je préfère donner un emploi à quelqu'un que de lui donner une aide sociale. Quand il a un emploi, il n'a pas besoin d'aide sociale. La réalité, c'est ça. Et donc, notre objectif, c'est de recréer 10 000 emplois dans les 5 prochaines années. Et pour ça, il faut relancer la machine économique. La machine économique, elle se relance par 4 facteurs principaux. 1, la relance par l'investissement. On le fait grâce à l'argent des collectivités, mais surtout grâce à l'argent de l'État. Malheureusement, l'argent de l'État, pour des raisons
techniques, de difficultés avec Bercy, etc., ne ruissellent pas assez. C'est-à-dire concrètement, l'argent de l'État, il n'arrive pas dans les petites boîtes de BTP, il n'arrive pas dans les petites sociétés calédoniennes, il ne ruisselle pas. Mais il y a des milliards et ils arrivent. Donc la relance vers l'investissement, elle est lancée, elle va s'accélérer de manière importante dans les prochains mois. La relance par la consommation, il faut redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens, ça veut dire baisser les charges salariales pour que les gens qui ont un emploi puissent gagner un peu plus, consommer un peu plus, et cette consommation, elle va dans les entreprises qui ont la possibilité d'embaucher. Le troisième point, et c'est important, et je crois que malheureusement on est les seuls à le dire, c'est l'attractivité. On n'a plus assez de consommateurs en Nouvelle-Calédonie. Il faut faire revenir des consommateurs parce que ce soit dans l'industrie, quand on a acheté une machine pour 1 million qui produit pour 1 million de personnes et qu'on n'en a que 250 000, on produit 4 fois plus cher. Quand on achète un conteneur alors qu'on pourrait en acheter 10, on paye les produits qu'on importe plus cher. Donc l'attractivité, le fait de faire revenir des consommateurs, c'est essentiel. Et le quatrième point, c'est le sauvetage de nos usines, parce qu'on a beau dire diversification, et oui, il ne faut pas faire que du nickel, mais on ne peut pas faire sans le nickel. On a vu la catastrophe qu'a générée la fermeture de l'usine du Nord. Surtout, il faut absolument tout faire pour sauver PRNC et la SLN. Il y a eu tout un débat dans cette campagne, relance économique ou avenir institutionnel, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Vous situez comment, vous ? Les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'en fait, la relance économique, elle passe par la confiance, c'est clair. Je pense que le résultat de ces élections fait partie de la confiance. Si on arrive à retrouver une majorité à la province sud, au Congrès et au gouvernement, ça contribuera à la confiance. Et évidemment, l'idéal pour retrouver de la confiance, c'est un accord. Et nous, les premiers, s'il y a la possibilité de trouver un accord, on sera de ceux qui le chercheront, on sera de ceux qui seront heureux de le trouver. Mais je suis obligée de dire la vérité aux gens qui nous écoutent. C'est que la réalité, c'est que on a aujourd'hui des indépendantistes du FLNKS, je ne sais pas ce qu'ils pèseront à la fin de cette élection, mais qui ne parlent que de l'accord de Kanaki. Et on a une Assemblée nationale qui est composée de telle manière que c'est le FLNKS qui a tout pouvoir, et tant qu'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et comme on n'est pas prévu d'accepter l'accord de Kanaki, je ne vois pas bien comment, sans évolution de l'Assemblée nationale, on va trouver un accord demain. Donc, je ne dis pas que c'est pas possible. J'avoue que j'étais très pessimiste avant Bougival, et on a fini par trouver Bougival, même si au final ils se sont désistés de leur signature. Donc peut-être que j'ai tort, et peut-être qu'on trouvera un accord, et on fera tout pour le trouver. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même faire avec une probabilité non négligeable qu'il n'y ait pas d'accord avant les élections présidentielles et législatives de l'année prochaine, et donc que notre priorité absolue, ça soit de faire repartir la machine économique sans accord, donc avec une confiance qui soit liée au résultat des élections et à la volonté des Calédoniens. Pour être clair et concret sur cet avenir institutionnel, Bougival est mort ou non ? Si on reprend est-ce que vous êtes prêt à reprendre malgré tout les discussions, même tant que l'Assemblée nationale est ce qu'elle est aujourd'hui ? Et dans ces cas-là, sur quelle base ? Sur Bougival ou on reprend tout à zéro ? Bougival est mort. Nous, on l'a signé, soutenu. Il a été tué par l'Assemblée nationale. Fin de l'histoire. Bougival est mort. Donc, on va repartir d'une page blanche. Cette page blanche, pour nous, elle est quand même... Il y a un certain nombre de fondamentaux qui doivent être respectés. Ces fondamentaux, le premier d'entre eux, c'est on a dit 3 fois non. Donc cet avenir institutionnel, il se situe dans la République française. Le deuxième élément très important, c'est qu'on ne veut plus de référendum couperet. On a vu ce que ça a généré, ça a des conséquences sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Il n'y a plus d'investissement. Une fois que le référendum est passé, finalement, on continue à se regarder en chien de faïence. Plus de référendum. Il faut qu'on trouve une solution dans laquelle on n'a plus ces épées de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis, 2 éléments complémentaires. Évidemment, on ne peut pas rester sur une restriction du corps électoral tel qu'on l'a aujourd'hui, et on ne peut pas rester avec un déséquilibre du Congrès en faveur de la province Nord et de la province des îles, et une clé de répartition aussi défavorable à la province Sud. Donc, on part avec ces fondamentaux-là, en discussion. On verra bien ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais on partira de cette page blanche-là. Alors, vous avez présenté, ou vous vous êtes présenté comme la seule liste non indépendantiste dans la province Sud pour ces élections provinciales. C'est
c'est une réalité? C'est-à-dire que vous ne reconnaissez à aucune autre liste d'être engagé pour le Alors moi, maintien de l'accueil dans la j'ai pas France? tout à fait dit ça. Ça a été un raccourci pris dans un journal. Mais moi, j'ai dit qu'on était la seule liste où il n'y avait que des candidats non indépendantistes capables de passer la barre des 5% des inscrits. Ce qui est une réalité. On a aujourd'hui trois types de listes. On a des gens du centre qui ont sur leur liste des gens qui sont certains sont non indépendantistes, certains sont indépendantistes, certains sont interdépendantistes. Juste un mot là-dessus. Les interdépendances, ça se gère quand on est indépendant. On ne gère pas d'interdépendance quand on n'est pas indépendant. Donc quand on est interdépendantiste, on est indépendantiste. Donc on a des listes qui effectivement sont au milieu en disant mais oui, mais ni oui, ni non, ni dedans, ni dehors. Encore une fois, on voit bien comment ça se passe dans les discussions. C'est finalement, on attend que les autres se mettent d'accord et puis on signe une fois que tout le monde est d'accord. Ça sert à rien. Donc ça, c'est ce qu'on a au centre. Puis après, on a des listes dans lesquelles, qui démarrent 3 semaines avant les élections et qui ont assez peu de chances de passer la barre de 5% des inscrits. Avant de conclure cet entretien, 7 ans c'est long, on en a fait un rapide bilan. Est-ce que vous avez des regrets quand même? Il y a des choses où vous dites, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire autre chose? Oui, toujours. Je pense que 7 ans de gestion de crise, ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas fait de bêtises. Et moi, la première, je pense qu'il y a des moments où mes mots ont dépassé ma pensée. Je pense qu'il y a des moments où c'est difficile de garder son calme. Mais 7 ans de gestion de crise, franchement, je ne suis qu'un homme avec un grand H et je pense que c'est pas simple quand je vois que certains, au bout de 3 semaines de campagne, perdent leur calme. Je pense qu'on a quand même fait au mieux de ce qu'on pouvait dans l'intérêt des Calédoniens. En tout cas, les Calédoniens, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais on a l'impression qu'ils sont un peu épuisés par ces crises successives, par toutes les conséquences du 13 mai. Ils souffrent aussi des incertitudes institutionnelles. Beaucoup se demandent où on va et comment se présente l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à quelques jours, quelques heures maintenant du scrutin? Qu'est-ce qui peut les déterminer à au moins aller voter, peut-être aller participer, même si peut-être certains n'y croient plus? J'ai envie de leur dire que dimanche, c'est une occasion inespérée de réellement nous offrir une majorité à la province sud, au Congrès, au gouvernement et donc dans les discussions institutionnelles. Cette majorité, on ne l'a pas depuis le RPCR. On a une opportunité historique de la retrouver. Et donc, je pense que les gens doivent se mobiliser parce que, en termes de confiance, ça peut largement changer les choses, quasiment autant qu'un accord. Parce que la réalité, c'est que si on gagne ces élections largement, si on offre aux non-indépendantistes et à ceux qui défendent un modèle de société basé sur le travail, sur le mérite, sur l'ordre, sur la démocratie, sur l'égalité, comme on le fait, si on nous offre cette majorité-là, ok, on est encore dans l'accord de Nouméa et c'est insatisfaisant, mais finalement, il n'y a plus de référendum, on est dans la République française, et si on est majoritaire, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc je les invite à nous donner cette majorité dimanche prochain. Sonia Baquès, tête de liste Les Loyalistes, le Rassemblement Fort Réuni en Province Sud. Merci d'accepter notre invitation. Merci.